Ravi de nous retrouver à ces rendez-vous de tous les dimanches à 21h avec une rediffusion le mardi à la même heure sur la télévision du développement. C'est ici l'occasion de garder frais en mémoire l'âme du Forum des médias contenu dans la trilogie fidélité, efficacité et régularité. Découvrons à présent la composition du plateau et nous partirons de la gauche avec... C'est Mami Abongo, je suis analyste indépendante au service de mon pays, la République démocratique du Congo. Merci. Alors, Mami Abongo, analyste politique, elle est indépendante, elle n'a pas de parti politique. Tu n'as pas encore trouvé de parti politique? Oui, je cherche un parti politique sérieux et crédible. Ok. Après Mami Abongo, nous avons... Ingénieur Kapangana, je suis agronome et fermier. Je suis aussi consultant en développement organisationnel et institutionnel. Je suis cadre de la société civile. Cadre de la société civile, fermier. Vous savez, Kamel est en train de courir le monde pour chercher du maïs, alors que vous êtes là. Après le fermier, nous retrouvons... Arsène Badi Bangaboni, je suis acteur politique de l'Union Sacrée. Je suis chef d'entreprise. Merci beaucoup. Chef d'entreprise. Après les chefs d'entreprise, nous allons à droite. Et nous retrouvons... Jean Lokaka, cadre du PPRD. Après Jean Lokaka, nous avons... Michel Kitoko, leader du club de patriotes congolais, politologue de formation. En même temps, initiateur de la dynamique politique Pesa Fongola Mboka. Fongola Mboka. Après Fongola Mboka, nous avons... Aldarish Luboya, je suis le président de la Ligue de jeunes du Mouvement de libération du Congo, MLC. Aldarish, club de jeunes, MLC. Et après? Parti Joseph Lendo, méritocrate. Ok, alors nous avons un invité spécial à la personne du professeur Bakandeja. Si la réalisation peut nous montrer l'image du professeur Bakandeja. Professeur Bakandeja, nous le présentons, contrairement à ce que nous faisons d'habitude dans cette émission, à dater du 20 juillet de cette année 2023. Professeur Bakandeja est devenu professeur émérite. Toutes les félicitations du plateau. Qui est Bakandeja? Il est arbitre international. Il est avocat d'affaires. Il est président du Parti socialiste pour l'intégrité et la justice. Bakandeja, c'est un ancien ministre de l'économie dans ce pays. Bakandeja était aussi président du conseil d'administration de la Banque centrale de la République démocratique du Congo. Bakandeja, doyen de faculté de droit à l'Université nationale de Kinshasa. Voici l'homme que nous avons invité. Vous saurez pourquoi Bakandeja est avec nous à cette occasion. Et Noël laissé, moi, jeter des fleurs à mon professeur qui a accédé à son éméritat, le professeur Grégoire Bakandeja. Monsieur le professeur, vous êtes une icône pour nous. Et que cet éméritat puisse encore vous ouvrir des portes pour que vous serviez davantage la République. Les sommaires. Dans 5 jours plus précisément, s'ouvre à Kinshasa un événement de taille. Il s'agit de l'ouverture du 9e jeu de la francophonie. L'ego sera donné le 28 au coup de 16 heures au stade de Martyrs par le président de la République. À l'heure qu'il est, plusieurs délégations de pays participants sont déjà sur place à Kinshasa. Le franc congolais fait naufrage. Il est grand temps de trouver comment arrêter cette course folle de la monnaie congolaise, laquelle, en ce moment précis, donne
du fil à retordre au ménage congolais, sens dessus, sens dessous. Et ils ne savent à quel sein se vouer. Et c'est cette monnaie qui a fait que le professeur Bakandé soit avec nous sur le plateau. Sans tarder, monsieur le professeur, émérite désormais, parce que vous n'êtes pas un simple professeur, vous êtes professeur émérite. Les réunions se succèdent au niveau du gouvernement. Malgré ces mesures énoncées par le gouvernement, la situation de la monnaie sur le terrain ne fait que s'empirer. Et vous avez une longue expérience en matière. D'abord en tant qu'enseignant, ensuite en tant que l'homme de terrain, ancien ministre de l'économie. Des mesures sont énoncées, mais qu'est-ce que vous avez fait à votre époque pour stabiliser le franc congolais? Parce que nous avions pratiquement les mêmes conditions quand vous étiez ministre. Le pays était en guerre, mais le franc a quand même tenu le coup. Quels étaient les secrets? Qu'est-ce qu'il y a moyen de nous le dire aujourd'hui? Oui, monsieur le directeur, je voudrais d'abord remercier celles et ceux d'entre vous qui m'avaient fait l'honneur de me féliciter pour l'accession à l'éméritat. Donc maintenant, je peux être au service du pays. Et je peux donc vous répondre très clairement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le franc congolais fait l'objet des spéculations. Fait l'objet des spéculations à la fois en international, mais aussi en interne. Et le contexte se complique davantage avec la crise financière au niveau international, accentuée par tout ce que nous avons comme problème dans le pays, et qui fait qu'aujourd'hui, on a la difficulté de maîtriser le franc. Parce que la question, le taux de change, il y a une valeur économique n'a eu autant d'importance que celle qui est liée au taux de change. C'est une variable qui pose problème aujourd'hui, mais le taux de change fait partie des rapports entre un État et le monde extérieur. Donc ça part de ce qu'on a produit localement dans le cadre de l'échange en international. Alors, plus vous produisez davantage dans le pays et que vous vendez à l'extérieur, ça vous rapporte des fonds qu'on appelle les devises, et avec ces devises, vous pouvez maintenir la stabilité de la monnaie nationale. Mais la situation du Congo est compliquée du fait de la double circulation et de la monnaie nationale et des monnaies étrangères, ce qui pose un problème de maîtrise de la masse monétaire. Quelle est la masse monétaire qu'on va maîtriser? Est-ce qu'on va maîtriser la masse monétaire en francs congolais qui intéresse tous les Congolais, ou la masse monétaire en dollars? Or, on a la possibilité de maîtriser la masse monétaire en dollars, mais on n'a pas la possibilité de maîtriser la masse monétaire en francs congolais. Alors, qui produit ce franc congolais? Là, on nous renvoie à la Banque centrale. Comment l'argent est distribué dans l'économie? On voit maintenant les banques commerciales qui interviennent en tant que caissiers et en tant que prêteurs financiers. La situation se complique parce qu'on ne connaît pas les masses monétaires en francs congolais, on ne sait pas d'où ça vient, et alors là, c'est la responsabilité de la Banque centrale. Deuxièmement, quand il y a ces fluctuations par rapport aux monnaies étrangères, comment on peut juguler ça? On peut juguler de deux manières, soit qu'on travaille sur le plan monétaire ou bien sur le plan budgétaire. Alors, le plan budgétaire, c'est l'État, et le plan monétaire, c'est la Banque centrale. Donc, il y a des réformes qu'il faut entreprendre. D'abord, au niveau de la Banque centrale, il y a des choses à revoir. La réforme de la Banque centrale n'a jamais été achevée. Elle est restée... sur le chemin, il y a des problèmes de capitalisation de la banque, parce que la banque n'a pas de capital social, tout ça, on le sait. Mais on a camouflé ça pendant un temps, et ça nous rattrape, parce qu'on ne veut pas faire des réformes profondes au niveau de l'Institut d'émission, qui est pratiquement devenu une boutique familiale. Ce sont des familles qui gèrent. Alors, si c'est des familles qui gèrent, et les sorties des fonds, bon,
On ne sait pas comment ça peut se faire. Donc il y a un travail à faire au niveau de la Banque centrale. Et ça, c'est le volet monétaire. Parce que la politique monétaire, elle est définie au niveau de la Banque centrale. Donc il faut qu'il y ait des réformes pour voir quelles sont les missions de la Banque centrale, au-delà de la création monétaire, parce que c'est ça qui est écrit dans les missions de la banque, c'est stabilité des prix, mais stabilité des prix, ça veut dire stabilité de change. Donc la politique de change et la politique monétaire. Alors maintenant, au niveau du gouvernement, c'est ce qu'on appelle la politique budgétaire. Comment résoudre le problème? Il faut résoudre le problème par la diminution du train de vie de l'État. Il y a des mesures qui ont été prises dans certains pays. Dans certains pays, on avait par exemple décidé de couper de moitié les émoluments aux institutions, de couper de moitié au budget de fonctionnement. Ça permet de diminuer un peu la masse monétaire et de donner de la valeur à la monnaie. Mais c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas fait de choix clair. Nous sommes dans deux systèmes monétaires qui se chevauchent. Nous avons le système de change fixe, qui est légal parce que la valeur de la monnaie est déterminée par le pouvoir politique d'abord, et il faut que ça soit sous-tendu par la production et la confiance que les populations mettent dans les autorités qui gèrent. Ça, c'est le premier élément. Donc, deuxième élément, au niveau de la politique budgétaire, il faut voir, est-ce qu'on ne peut pas, on a pris beaucoup de mesures depuis plusieurs années, chaîne des dépenses, payer selon ce qui est dans la caisse, mais ce sont les mêmes mesures qui reviennent, mais il faut, je crois, que des décisions un peu fermes. Et moi, je proposerais, par exemple, jusqu'à fermer les bureaux d'échange. Vous fermez les bureaux d'échange, ça c'est un des moyens, et puis vous entraînez dans une concertation avec les opérateurs économiques. Et quand je vois les opérateurs économiques, je ne vois pas seulement la FEC. Il faut voir la FEC, il faut voir la Copemeco, les PME, tout ça, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour redresser l'économie du pays en toute franchise, en regardant bien les comptabilités de ces entreprises-là. Est-ce que c'est tenu en quelle monnaie? Est-ce qu'il y a des contrôles? Les contrôles, par exemple, l'inspection des affaires économiques, comment on peut contrôler pour vérifier les stocks, parce qu'il y en a qui bloquent les stocks, etc. Il y a d'autres mesures beaucoup plus énergiques, je ne vais pas aller jusque-là, pour éviter la thésaurisation et le blocage des stocks. Le président Mobutu était allé même plus loin. C'est une mesure qu'on peut, par exemple, négocier avec ceux qui détiennent les monnaies et qui les bloquent. On peut démonétiser, par exemple. On peut démonétiser. Et à ce moment-là, ceux qui gardent les fonds pour spéculer vont se retrouver en difficulté. Mais ça, c'est drastique. Mais pour l'instant, on est dans le cadre de une économie libérale ne veut pas dire un libertinage économique. Une économie libérale se conjugue à la fois avec la régulation, avec les contrôles et la réglementation. Voilà ce que je peux donner comme mesure. Les mesures qui ont été prises, ce n'est pas la première fois. Vous savez qu'il y a un temps, nous avons vécu ce qu'on appelait les troïkas. Mais on a tourné en troïka, mais la monnaie ne faisait que se dégrader. Alors maintenant, est-ce qu'il faut continuer avec les mêmes méthodes qui n'ont pas donné de résultats? Il faut un peu changer. Il faut changer les choses. Il faut être courageux et prendre des mesures qui peuvent fâcher. Mais l'État, ça se gère comme ça. Ça ne se gère pas avec des humeurs, ça se gère avec des décisions qui fâchent. Et ça peut nous conduire à sortir de la crise. La crise, elle est profonde. Il faut s'en sortir parce que ça peut conduire à ce qui se passe ailleurs. Nous avons vu ce qui se passe ailleurs. Nous avons des pays africains qui ont connu des problèmes liés aux difficultés du vécu quotidien. Nous avons le Kenya, il n'y a pas longtemps. Nous avons d'autres pays. Alors, pour éviter ça, il faut prendre des mesures énergiques, il faut sanctionner les gens, et c'est ça qui est important. Il faut sanctionner les gens, il faut même sanctionner les opérateurs économiques, parce qu'on en connaît qui sont dans le jeu, mais qui sont protégés. Mais alors, concernant le taux d'échange, nous avons ici, notre monnaie est
une monnaie flottante? Est-ce que c'est le système qu'il faut maintenir ou il faut changer? Bon, vous savez, il y a deux régimes d'échange. Nous avons un régime d'échange fixe qui résulte par exemple des accords de Bretton Woods après le sortir de la guerre. C'est chaque pays qui détermine la monnaie, la valeur de sa monnaie par rapport à l'autre. Mais il y a eu une évolution à partir du moment où les États-Unis avaient décidé de déterminer la valeur de leur monnaie par rapport à l'offre, à la demande. Ça date des années 75 avec les accords de Jamaïque et tout ça. Et finalement, on est dans un système qui n'est pas formel, qui est informel, qui fait que la monnaie est en train de fluctuer. Mais il n'y a pas de régime de change fixe ou de flottement absolu. Dans chaque système, il y a des assouplissements. Dans le système de change fixe, il y a des assouplissements. On peut instaurer un marché d'échange au second degré pour essayer d'équilibrer en tenant compte de ce qu'on a comme réserve au niveau de l'Institut d'émission. Et là, on compte non seulement sur les devises, mais aussi sur l'or. Or, au Congo, nous avons un problème, c'est qu'on ne contrôle pas le marché de l'or. Le marché de l'or est libéralisé alors que l'or est une réserve. Mais nous n'avons pas ça au niveau de l'État congolais. Alors, deuxième possibilité, quand on est dans le flottement des monnaies, il n'y a pas de flottement absolu. Ce qui justifie qu'aujourd'hui, nous avons des banques centrales, la banque, même les États-Unis, la Réserve fédérale a été obligée pendant la crise d'intervenir dans l'économie et d'accorder même de soutenir l'économie américaine. Comme l'Europe le fait maintenant avec la crise au niveau de l'Ukraine contre la Russie, les banques centrales interviennent. Est-ce qu'il faut rester dans le strict respect en disant nous avons signé des accords avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale et il faut respecter ces accords? Mais les accords, ce sont des écrits. Mais il y a la réalité économique. Est-ce que vous allez vous laisser guider par ce que le Fonds monétaire et la Banque, dans l'histoire, le Fonds monétaire et la Banque n'ont jamais développé un pays. Donc il nous appartient à nous d'être responsables et d'adopter des politiques qui peuvent nous conduire à sortir de la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est ça que nous avons fait quand nous étions là. Nous n'avions qu'une seule monnaie, nous avions interdit les monnaies étrangères. À un certain moment, je me rappelle que j'étais parmi les gens, quand j'étais à la banque, on a créé les zones de libre circulation monétaire parce que le Congolais voulait bien, surtout les diamantaires, dans le Kasaï et tout ça, voulaient avoir échanger directement pour avoir des dollars. Nous leur avons dit, vous pouvez le faire, et nous avons créé la bourse congolaise des matières précieuses. C'est là où se trouve la CENI. Bon, mais maintenant, comme vous ne voulez pas gérer l'économie, vous ne voulez plus gérer la politique, vous voyez la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais là où se trouve la CENI, c'est là où il y avait la bourse congolaise des matières précieuses qui allait nous permettre d'avoir les moyens de défendre notre monnaie parce que nous pouvions contrôler, mais nous n'avons plus de maîtrise. Donc, une des solutions, c'est de créer une bourse congolaise des matières précieuses. Cette bourse-là a été transférée pendant un temps à Brazzaville, mais maintenant c'est transféré au Rwanda, qui n'a pas de matière première, mais qui gère pour nous. Nous avons une économie extravertie. La plupart des investisseurs que nous avons ici sont des étrangers. Oui. Ces étrangers devaient utiliser la monnaie congolaise. Donc la demande de la monnaie congolaise devait être très importante. Oui. Et quand la demande de la monnaie congolaise est importante, la valeur doit monter. Mais qu'est-ce qui fait que l'économie entraîne les étrangers, la demande du franc est là, mais le franc ne fait que... Mais il faut appeler les étrangers. Et c'est ce que nous faisons dans le cadre de concertation économique, appeler les étrangers pour leur dire ce que vous faites là, si c'est contraire aux lois de la République, on peut vous faire partir du pays. Mais beaucoup d'étrangers, et personne ici autour de la table ne l'ignore, ces étrangers sont protégés par des Congolais. Donc nous sommes responsables de ce qui nous arrive parce que nous ne sommes pas sérieux. Alors le jour où on deviendra sérieux, en ce moment-là, on pourra résoudre beaucoup de problèmes. Je vous informe par exemple, le directeur, nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui au Congo, à la suite
de beaucoup de dettes qui avaient été contractées par des Congolais, mais garanties par l'État congolais. Garantie souveraine. N'importe qui peut venir au Congo, il veut démarrer une activité, j'amène mes fonds, mais il faut que ça soit garanti par l'État congolais. Et beaucoup de responsables du Congo ont signé des contrats qui font qu'aujourd'hui, on est en train de nous poursuivre parce que vous n'avez pas payé, on vous fait du chantage, et généralement on passe par les fonds vautours. Alors, quand vous êtes dans les fonds vautours, vous êtes dans une situation un peu compliquée, donc il faut une prise de conscience des Congolais. Et ça, il faut que je vous le dise, parce que demain, nous ne serons plus là, d'ici 20 ou 30 ans, c'est vous qui allez rester là. Il faut qu'on vous dise des choses qui peuvent vous permettre plus tard de penser d'abord au pays avant de penser à la villa qu'on va vous acheter à Washington ou en Belgique, mais de penser au pays, parce que le jour où vous ne serez pas là, ce sont vos enfants et vos petits-enfants qui vont en pâtir. Alors, professeur, comment est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un pays qui fonctionne sans banque du pays, sans banque congolaise? Si nous avions une banque ou deux banques congolaises, ça nous épargnerait quoi, par exemple? Non, mais ça nous épargnerait beaucoup, parce que quand vous avez des banques à capitaux étrangers, les fonds vont être transférés à l'extérieur. Mais si vous avez des banques à capitaux congolais, il y a la possibilité de coopérer avec les Congolais. Et la gestion, c'est comme ça. Vous avez des pays comme le Nigeria. Aujourd'hui, on parle des grands banquiers que vous avez au Nigeria, mais ce sont des gens qui ont été soutenus par les pouvoirs politiques, qui ont créé des activités économiques. Bon, puisque vous donnez de l'argent qui est de l'argent public, il faut adjoindre à ces emprunteurs-là des conseils pour voir comment ils gèrent dans l'intérêt du pays, et on a la possibilité de trouver une solution. Mais tant que, voilà, c'est ça, je vais terminer peut-être par là, tant qu'on n'aura pas diversifié l'économie du pays, parce que l'économie, maintenant, je repose simplement sur l'exportation des minéraux et des hydrocarbures. Mais si on va dans l'agriculture, parce que la dernière fois on a parlé, notre ami Kapangala, le fermier, vous savez, pour cultiver le maïs, pour avoir le foufou, il faut cultiver le maïs. Et en 3 mois, on peut cultiver le maïs et le récolter. En 3 mois. Mais combien de gens l'ont fait? Ça, c'est le court terme. Ce sont des mesures qu'on peut prendre à court terme. Cultiver le maïs en 3 mois, il y a déjà un effort qui est fait avec le service national. Mais ce n'est pas suffisant. Le service national, c'est un service public. L'économie doit être entre les mains des privés qui doivent accompagner les populations, etc. Et c'est la raison pour laquelle il faut nécessairement créer des banques agricoles, créer des coopératives et encadrer ces gens-là. Et moi, j'ai vu sur une chaîne de télévision étrangère, je ne vais pas citer la chaîne, mais j'ai vu qu'à Goma, ils sont en guerre à Goma, mais j'ai vu qu'il y a un opérateur économique congolais sur 2 hectares pour lutter contre la crise alimentaire à Goma, mais il cultive le maïs, le haricot, et il inonde le marché de Goma. Mais s'il y a plusieurs Congolais qui feraient ça, mais vous verrez que le pays ne se retrouvera dans la situation actuelle. Hein. Parce qu'au Congo, en réalité, les gens ne travaillent pas. On a été formatés pour travailler dans des bureaux et avoir... Vous voyez l'engouement, par exemple, avec les élections, etc. Tout le monde veut aller aux élections. Nous avons plus de 1000 partis politiques pour 500 places. Tout le monde veut faire ça. 2700 candidats. Et vous voyez que ça pose un problème, alors que les gens pouvaient, à chaque niveau, travailler dans leur coin et nourrir les gens, parce que si vous faites la politique, si vous n'avez pas mangé. S'il y a une crise alimentaire ici à Kinshasa et que les gens ne mangent pas, qui va suivre les politiciens? Un ventre affamé. Donc, vous voyez qu'il y a un problème, il faut nous responsabiliser. Ceux qui choisissent l'activité économique comme acteurs économiques, il faut qu'ils s'occupent de l'économie.
Vous ne pouvez pas être à la fois acteur économique, acteur politique, acteur social. Cette confusion-là fait que le pays ne fait que reculer. Alors, nous ne lâchons pas encore parce que nous n'allons pas abuser de votre temps. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a moyen de nous résumer un peu? Des mesures sont là, 2 réunions successives pour freiner la dévaluation du franc congolais, mais la dévaluation continue. Bon, écoutez, lorsqu'on prend des mesures au niveau économique, je vous ai dit que c'est une guerre. Et dans une guerre, il ne faut pas baisser les bras. Il faut aller de l'avant. Il suffit de prendre une décision. On peut prendre une décision aujourd'hui. Demain, vous voyez que le franc congolais va retrouver sa valeur réelle. Parce qu'il faut attaquer là où ça blesse. Et je vous ai dit qu'il y a des problèmes en interne, au niveau de l'Institut d'émission. Il y a des problèmes en interne, au niveau de la politique monétaire. Donc, politique monétaire, il faut prendre des mesures pour diminuer le train de vie des institutions. Ça, c'est une des solutions. Je vous dis, par exemple, au Gabon, à un certain moment, en 2016, on avait décidé de diminuer de moitié les émoluments et les frais de fonctionnement des institutions. Au Gabon, on l'a fait. Hein. Ça, c'est un élément. Deuxièmement, au niveau de la politique monétaire, c'est-à-dire au niveau de la Banque centrale, il faut avoir le courage de continuer la réforme de cette institution. Il y a des problèmes. Il faut réformer l'institution. Je vous signale, par exemple, moi j'ai eu beaucoup de problèmes quand j'étais à la Banque centrale, parce qu'à un certain moment, quand je suis arrivé là-bas comme président du conseil d'administration, il y avait 24 directions. 24 directions. J'ai dit, messieurs, dans aucun pays au monde, il y a 24 directions, parce que les gens venaient, des femmes avec des produits de beauté, des hommes. J'ai dit, non, on va faire un examen pour que celui qui est là, non, il soit remplir les conditions pour accéder, au moins 5 ans d'expérience, et puis suivi d'un examen. Et j'ai fait passer un examen. Il y en a qui ont dit, non, on ne va pas passer, on va le tuer. Bon, j'ai été l'objet de beaucoup de menaces, hein, mais les examens ont lieu. De 24, on est ramené à 10. Et quand je suis parti de là, dans les 10, on a créé des sous-directions pour remettre les mêmes gens. Mais vous voyez que ça ne marche pas. Vous voyez que c'est déjà un problème. Deuxième problème, c'est l'hôtel des monnaies. Qui contrôle les masses monétaires au niveau de l'hôtel des monnaies? Est-ce que tous les billets des banques qui fonctionnent? On n'a pas de pièces ici. Tous les billets des banques là, vous êtes sûr que ce sont des billets des banques qui sont de l'hôtel des monnaies? Il faut crever l'abcès, vérifier quelles sont les quantités qui sortent de là et contacter dans les bureaux d'échange qui sont des cambistes. Moi, je sais que les cambistes, ce sont les banquiers dans tous les pays au monde. Quand vous voulez faire le change de monnaie, vous allez dans une banque ou bien dans une institution agréée. Mais ça ne se fait pas comme dans la rue. Peut-être dans la salle ici, il y a aussi des cambistes, on ne sait jamais. Mais les cambistes, ce sont des banquiers. Ouais. On peut prendre cette mesure-là. Moi, je vous dis un exemple. À l'époque, quand j'étais ministre de l'économie, nous avions les handicapés. Les handicapés pouvaient aller à Brazzaville, on ne contrôle pas leurs marchandises, etc. J'ai dit, mais il y a beaucoup de gens qui faisaient passer les marchandises par les handicapés. Un jour, j'ai dit, bon, alors on va contrôler tout le monde, on arrête. Les handicapés s'étaient fâchés contre moi, mais heureusement pour le pays, on a quand même trouvé que parmi eux, il y a des gens qui trafiquaient par les handicapés. Est-ce que cela a changé aujourd'hui? C'est une question que l'on peut se poser. Mais il faut un dialogue franc. Moi, je ne parle pas de dialogue politique, le dialogue économique. Il y a un cadre de concertation que moi, j'avais laissé à la Banque centrale. Ce cadre-là existe. Et je terminerai par un petit point. Dans les États normaux,
quand on a exercé les fonctions de ministre dans des secteurs aussi importants, on peut vous appeler pour donner des conseils. Mais ce n'est pas le cas au Congo. Quand on a été ministre, qu'on a quitté, on doit tout faire pour vous voir à pied, vous jetez même des pierres, etc. Parce que ceux qui sont là, ils doivent faire autre chose. Mais il y a ce qu'on appelle la continuité. Et on fait appel aux anciens pour réfléchir ensemble. On ne cherche plus de postes, hein, parce qu'en réalité, c'est rien. Être un ministre, c'est servir, et demain vous partez. C'est comme dans un hôpital. Amen. Vous entrez dans un hôpital, demain vous laissez la place, mais quand il faut quelque chose qui intéresse la nation, il faut réunir tout le monde pour donner des idées. Et nous, à notre âge ici, on est dans les méritats, donc c'est déjà nous sommes en train de partir. Mais nous pouvons servir encore, et nous sommes encore utiles. Vous êtes encore utile? Oui, mais Arderich, en votre qualité d'économiste et banquier, oui. Est-ce que dans votre secteur? Oui. Donc il y a ces discours, on va dire, scientifiques et techniques du professeur, que moi j'aimerais ramener déjà d'abord au niveau on va dire, du Congolais lambda. Nous avons une économie où plusieurs monnaies ont cours légal. Nous avons deux principales, donc le franc congolais et le dollar qui est utilisé à côté. Et donc la situation que nous avons pour le moment, c'est qu'il y a carence des devises. En réalité, qu'est-ce qui se passe, directeur? Le Congo est un peu victime, nous allons dire, de l'amélioration de ces chiffres. Le Congo est victime de sa croissance. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué que les régies financières avaient réussi à mobiliser beaucoup d'argent, beaucoup de fonds, plus qu'avant. Cela entraîne l'augmentation des salaires, on l'a vu, les salaires ont été augmentés. Vous avez le paiement de la dette publique interne qui s'est fait en francs congolais, et ça vous fait un volume énorme de francs congolais sur les marchés, sans contrepartie évidente en termes de devises. Et pourtant, ça a été dit ici, nous avons une économie extravertie. Moi, personnellement, j'ai dit que nous n'avons même pas d'économie parce que l'économie que nous avons est une économie totalement étrangère. Même les secteurs des mines que nous louons parfois, c'est des capitaux étrangers, c'est des étrangers. Alors, vous avez une économie extravertie, ça veut dire que nous importons tout. Et comme le Congolais utilise les francs congolais, au moment où les importateurs doivent importer la marchandise, ils doivent rechercher du dollar américain. Or, comme il y a eu croissance, ça veut dire que l'État a beaucoup payé en francs, il y a beaucoup de francs sur le marché, et acquérir le dollar, dont le dollar devient, on va dire, rare, et acquérir le dollar devient un marathon, dont le dollar devient plus cher. Et quand la spéculation va s'en mêler, parce que quand les gens voient que le dollar est recherché, les gens commencent à spéculer sur le taux, et ça fait que nous avons le franc congolais qui grimpe. Alors, donc j'ai parlé là de la balance commerciale qui est déficitaire. Alors, parlons de solutions que le gouvernement vient de prendre. Le professeur l'a même expliqué ici. Je crois que depuis un certain temps, le dollar, il y a quelqu'un qui disait, mais le dollar, le franc congolais ne fait que se dévaluer. Nous ne sommes jamais rentrés en arrière. Nous sommes partis de 1 à 200, à 450, à 490, à 600, à 1000. Ça ne fait que grimper. Mais vous savez pourquoi? Parce que nous ne jouons qu'à l'équilibrisme. Les gens ont constaté, par exemple, les gens le savent, hein, prenons par exemple les mandats des Matata, où on avait l'impression que la monnaie était plus ou moins stable. C'est de l'équilibrisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on gère la quantité de dollars qu'il y a sur le marché et la quantité de francs juste pour essayer de garder l'équilibre. C'est comme ça que parfois les gens disent « Ah, mais sous son mandat, l'argent ne circulait pas ». Parce qu'il fallait gérer et garder ces taux-là comme ça. Mais de manière intrinsèque, en parlant d'économie, en réalité, notre monnaie est exposée. Nous sommes exposés à cette dévaluation continuelle. Alors, le gouvernement donc a opté de retirer sur les marchés les francs congolais. C'est comme ça que, par exemple, on vous dit qu'on ne va payer maintenant les impôts qu'en francs congolais. C'est une manière pour l'État de retirer les francs congolais du marché et d'essayer de ramener cet équilibre-là. On vous parle des rapatriements des devises. Et là encore, il y a à boire et à manger. Parce que vous savez que
Quand les miniers, par exemple, exportent le minerai, la marchandise, ils ont l'obligation de rapatrier plus ou moins 60% plus ou moins 60%, j'ai dit plus ou moins parce qu'il y a différentes catégories de produits. Donc, mais en moyenne, 60% doivent être rapatriés au pays. Et l'État, par exemple, les mesures qui ont été prises dernièrement, le gouvernement compte aussi sur ça pour ramener beaucoup de devises et équilibrer un peu la situation au niveau du pays. Et je chute par des propositions alors. Parce que, donc, la première chose, directeur, je voulais dire, et le professeur est là, je pense que nous avons beaucoup de réunions de conjoncture, de comités de conjoncture et tout. Nous sommes en train de gérer la conjoncture ou les conjonctures. À quel moment donné, nous allons nous dire que désormais, il faut que nous puissions avoir des solutions à long terme. La première, directeur, mais nous sommes d'accord qu'il faut avoir une seule monnaie qui a cours légal au pays. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 année, mais nous devons planifier maintenant, comme aime le dire Lokaka. C'est-à-dire que pour une fois, quand nous avons des réunions, des conjonctures, des réunions sur la situation, qu'on entende de la part du gouvernement, par exemple, des solutions structurelles. Le professeur a parlé des réformes. Professeur, vous aviez parlé d'une solution aussi concernant la monnaie. À cette allure, votre étudiant vient de le répéter, notre monnaie ne fait que dégringoler. Dégringoler, dégringoler. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un taux impossible. Un taux impossible. Vous avez parlé d'une mesure qui ferait mal, mais démonétisation. Ce n'est pas une solution? C'est une solution, mais c'est une solution ultime. Il y a d'abord, il faut négocier avec les agences économiques qui détiennent ces espèces-là pour leur faire comprendre qu'on peut arriver à une mesure comme celle-là, qui fait peur. Il faut démonétiser, mais il faut d'abord revenir à la monnaie qui a cours légal. Il n'y a que le franc congolais qui a cours légal. Deuxièmement, si on veut que les gens payent en franc congolais, c'est quel franc congolais? C'est le franc constant ou le franc courant? Donc il faut s'entendre sur ce point-là. En fixant, ça sera à tel taux et ça se paiera en franc constant. En ce moment-là, on ne va pas perdre la valeur, sinon on va avoir une masse des francs congolais qui va contribuer à l'inflation, etc. Et puis, en ce qui concerne les institutions, la diminution des trains de vie des institutions, pourquoi? C'est pas parce que, vous voyez, le problème, c'est que dès que vous avez quelques ressources qui viennent, des contrôles qui sont effectués, vous augmentez les salaires. Ce n'est pas normal. C'est le pouvoir d'achat du salaire qui compte et non pas la quantité. Ce n'est pas la quantité. Mais si vous avez 50 000 francs congolais, mais 50 000 francs congolais avec valeur, au lieu d'avoir 500 000 francs congolais, mieux vaut avoir 50 000 francs congolais que d'avoir 500 000. Donc c'est des mesures qui sont difficiles à prendre dans le contexte actuel. Vous savez, nous avons un contexte particulier, avec tout ce qui nous entoure, les oppositions, manque de cohésion nationale et tout ça, ça contribue à alimenter cette instabilité qui conduit à l'instabilité monétaire. Donc, quand il y a instabilité politique, il y a l'insécurité qui s'en mêle. Alors, à ce moment-là, on ne peut pas tenir avec une monnaie pour garder sa valeur. Mais le plus important, c'est d'avoir des Congolais qui apprennent à produire, parce que l'économie porte sur ce qui est produit, ce qui est vendu, ce qui est échangé. Si vous ne produisez rien, vous ne pouvez pas contribuer à la valorisation de votre monnaie. Ça, c'est capital, la production des biens et services, et nous avons de potentiel. Il faut mettre les gens au travail, au lieu d'avoir des gens qui, du lundi à samedi, ne font que boire, danser et fabriquer des espèces qui leur ressemblent. Alors, en ce moment-là, vous avez autant de millions, mais vous avez autant de millions, oui. Vous avez des parasites que vous créez. Oui. Alors, donc, ce n'est pas correct. Alors, concernant réserve d'échange. Bon, les réserves d'échange proviennent à la fois de ce que nous produisons et vendons à l'extérieur, mais ça vient aussi du Fonds monétaire international. En tant que pays membre du Fonds monétaire, on peut
contribuer à la balance des paiements en octroyant quelque chose. Mais le plus important, c'est de vendre. La difficulté que nous avons au Congo, c'est que les produits qui sont vendus à l'extérieur, qui rapportent de l'argent, ce n'est pas la propriété de l'État. Voilà. C'est la propriété des investisseurs, des privés, qui ne les rapatrient pas. Il n'y a pas de contrôle. Parce qu'on a parlé des fonds qu'il faut rapatrier. C'est depuis 2002 qu'on a demandé aux opérateurs de rapatrier. Très peu ont rapatrié, on dit de rapatrier une année, mais le reste, ce sont des fonds qui partent. Pour 16 milliards exportés en 2022, ouais. Il n'y a eu que 400 millions qui sont revenus. Vous voyez que il y a un problème, que tout ça c'est lié au contrôle. Je crois qu'au Congo, on fait beaucoup de discours sur le contrôle. Contrôle, on va faire ceci, IGF va faire, etc. Le contrôle, la fonction de contrôle, c'est l'éducation. La fonction de contrôle, ce n'est pas le théâtre. Vous voyez, au Congo, maintenant, on fait même des publicités, on va venir, on va faire ceci. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Contrôler, c'est éduquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à la gestion sans avoir géré même une boutique. Mais ils sont gestionnaires. Alors, en ce moment-là, vous allez contrôler ce monsieur-là, vous lui faire du chantage, et ceux qui partent, on sait dans quelles conditions ça se fait. Et quand même on trouve qu'il y a des gens qui ont touché au fonds public, il n'y a pas de poursuite. Il n'y a pas de poursuite. On n'a pas un parquet financier pour tout ce qu'on fait. Le Congo, c'est l'empire du blanchiment des capitaux. Voilà. C'est l'empire. Mais comment il faut enrayer ce fléau-là? C'est beaucoup de choses à faire. À l'extérieur, on est mal placé, vous le savez. Le groupe d'action financière internationale nous a classés parmi les gens qui ne sont pas sérieux. Nous sommes dans la corruption et les détournements des deniers publics. Et tout ça passe par où? Ça passe par les banques. Hein. Ouais. Même les banques sont intéressées. Il faut contrôler les mouvements des capitaux. On ne contrôle pas. Donc ça, c'est quelque chose d'important sur laquelle il faut insister pour sortir de la situation. C'est pénible, et ce n'est pas bon pour le pays, mais il faut prendre des mesures. Il faut des mesures. Madame Abongo, vous êtes ménagère. Les francs congolais, tel que ça se dévalue du jour au jour, est-ce que ça vous touche? Oui, ça touche toute ménagère, toute femme au foyer. Vous partez au marché avec un certain montant et quand vous arrivez, les prix changent et les prix sont vers la hausse. Et vous savez, quand vous êtes devant une situation, vous avez des vertiges. Et tout ce que le professeur vient de dire, je suis d'accord avec ça. Quand M. Aldarich parle que nous devons faire en sorte que seul le franc congolais ait cours légal, c'est l'idéal, c'est ce qui doit être fait dans un pays responsable. Mais nous assistons au fait que nous avons deux monnaies, et il y a même, je peux même dire trois, hein, parce qu'il y a l'euro aussi, nous consommons l'euro, nous consommons le dollar, nous consommons le franc congolais, c'est-à-dire nous consommons les monnaies étrangères dans notre pays. Nous consommons ces monnaies. Donc c'est dans le long terme que nous ferons en sorte que le franc congolais soit la seule monnaie et encore légal, et encore faudra-t-il que cette monnaie soit forte. Et une monnaie forte, c'est une monnaie qui est soutenue par la production, on vient de le dire ici. Faisons en sorte que nous devenions maîtres de notre économie. Le problème, ça part de là. Est-ce que nous sommes maîtres de notre économie aujourd'hui? Est-ce qu'on peut nous citer des opérateurs économiques congolais qui œuvrent dans plusieurs secteurs dans notre pays, comme c'était dans le temps? On nous raconte qu'il y avait des papas d'Okolo, il y avait celui-ci, il y avait celui-là. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons des opérateurs économiques? Est-ce qu'on peut nous citer 100 opérateurs économiques congolais, 100 opérateurs politiques entre les deux, où le nombre est élevé? Donc tout le monde abandonne l'économie et va vers la politique, c'est ce qui est malheureux. Or, nous devons faire une chose contraire, c'est devenir maître de notre économie. Or, ce n'est pas pour le moment. Aujourd'hui, notre économie est entre les mains des Indo-Pakistanais. Vous avez même vu dans cette réunion de conjoncture que le président a, permettez la répétition, a présidé, vous aviez vu un étranger. Or, c'est une affaire des Congolais. Nous devons nous réunir, savoir qu'est-ce qui se passe pour notre économie. Et dès lors que nous n'avons pas l'emprise sur notre économie, nous allons connaître ce genre de situation.
Un pays se développe par le secteur privé. Aujourd'hui, l'État doit relever ce défi-là de susciter des entrepreneurs congolais. Vous avez l'habitude de recevoir un entrepreneur ici. Ce dernier temps, vous ne le recevez plus, où il parle toujours de l'entreprise. Le pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas d'entreprise. Et nous devons aujourd'hui susciter dans le chef de la jeunesse que les jeunes commencent à entreprendre. Et non attendre tout le temps la fonction publique venir les payer. Parce que tout le monde aujourd'hui veut avoir un numéro matricule. Or, nous avons un pays vierge, comme le dit le professeur, nous pouvons travailler. L'agriculture est là. Il y a d'autres secteurs aussi porteurs. Mais pourquoi nous ne les touchons pas? Nous nous jetons toujours vers la politique. Pourquoi? Parce qu'en politique, vous avez 21 000 $ quand vous êtes député, vous avez autant quand vous êtes ministre. Et parmi les mesures, on a parlé de l'intervention de la BCC dans le marché d'échange. Faire en sorte que le taux officiel de la Banque centrale et le taux informel, chercher à ce que ça se rencontre. Parce que le taux officiel de la banque est toujours inférieur au taux informel. On dit aussi ici que tous les bureaux de change doivent être agréés. Nous avons combien de bureaux de change dans notre ville de Kinshasa, agréés par la Banque centrale? Est-ce que la Banque centrale a une idée sur le nombre de bureaux d'échange? Parce qu'aujourd'hui, échangeons de monnaie qui veut. Aujourd'hui, devant ma maison, je peux devenir cambiste. Il suffit que j'ai les dollars, je peux les changer à qui je veux. On dit veiller sur la qualité de la dépense. On a parlé ici des réductions de train de vie. Lorsque Sama Lukonde devient Premier ministre, il a parlé de ça, la réduction des trains de vie des institutions. Est-ce que nous l'avons fait? Est-ce que nous avons récupéré de l'argent? Quand une autorité doit toucher par mois autant de millions de dollars, et surtout que les monnaies sont libellées en dollars. Voilà là où commence aussi là où il y a aussi le problème. Quand vous libellez vos émoluments en dollars, pourquoi ne pas les libeller en francs congolais? On parle ici, voilà, on doit payer les taxes, impôts, redevances, tout ça en francs congolais. Oui, c'est très bien. Vous allez récupérer tous ces francs congolais. Les mining, par exemple, lorsque ces entreprises minières exportent les minerais et qu'ils ont les recettes en dollars, vous venez ici, vous leur dites non, payez en francs congolais. Des millions de dollars là qu'ils doivent convertir en francs congolais. Vous vous rendez compte le travail qu'il aura à faire? Il faut les envoyer à la Banque centrale. Il faut les envoyer à la Banque centrale. Comme ça, on crée la monnaie correspondant aux besoins. C'est ça. Je ne sais pas si ce mécanisme sera rapide. Est-ce que le mécanisme sera rapide? C'est ça le problème. Attention. Il faut les envoyer auprès des banques. Donc la Banque centrale, le gouvernement doivent mettre les moyens pour que ces opérateurs, une fois que les devises arrivent, s'ils doivent payer les impôts, les taxes qui sont libérées d'ailleurs en dollars, qu'ils convertissent l'argent en monnaie locale. Donc moi je pense que nous devons travailler sérieusement parce que le pays est nôtre, l'économie est la nôtre, nous devons tout faire pour récupérer cette économie-là. Et cette économie, nous pouvons la récupérer que si le secteur privé est debout, si beaucoup de gens entreprennent et que l'État aussi les accompagne. Nous avons vu dans beaucoup de pays où l'État accompagne les entrepreneurs. Je crois que ce problème sera résolu au fil du temps. Ok. Oui, monsieur Badibanga. Merci beaucoup de la parole. Noël, je crois que beaucoup d'éminents experts ont parlé. Et moi, je préfère être plus réaliste, donc m'attaquer aux solutions. Parce que ce n'est pas aussi toujours important de dire qu'il y a ceci ou cela, de dénoncer, mais il faudrait aussi en contrepartie proposer des solutions. Et les solutions que je propose, je trouve que ce sont des solutions un peu plus réalistes parce que tout ce qu'on a fait mention ici met en exergue juste un problème. D'abord, premièrement, de manque de renforcement du système bancaire. C'est-à-dire le gouvernement devait plus s'atteler à réduire d'abord les déficits budgétaires. C'est pourquoi quelques-uns parmi nous ont parlé de la réduction des trains de vie. Et puis, dans une économie normale, il faudrait beaucoup éviter plus la Banque centrale dans les financements des déficits budgétaires créés par le gouvernement. En général, c'est ce qui cause beaucoup de problèmes parce que ça soutire à la Banque centrale la politique de ce moyen pour pouvoir s'occuper de tout ce qu'il y a comme régulation au niveau du marché d'échange. C'est un poids qu'on impose à la Banque centrale. Je crois que c'est un élément très important au niveau des solutions.
Deuxièmement, je crois que le gouvernement devait plus travailler dans l'amélioration de la coordination fiscale entre la politique fiscale et la politique monétaire. Parce que les économistes qui sont ici sur le plateau, à l'instar du professeur qui est à mes côtés, nous sommes d'accord unanimes sur une chose, que la politique fiscale est un levier de croissance dans une économie pour un pays normal. Alors, quand il manque de coordination entre la politique fiscale et la politique monétaire, nous serons toujours butés à ce genre de problème. Quatrième élément, je crois que passer au renforcement du système bancaire et améliorer sa supervision, c'est très important. Moi, je connais plusieurs bureaux d'échange agréés par la Banque centrale, mais qui ont, quand on parle du taux d'échange élevé, ce sont les premiers à être indexés. Mais ils ont un agrément de la Banque centrale. C'est-à-dire quelque part qu'il n'y a pas une mission de contrôle, il n'y a pas un mécanisme de contrôle. Nous avons les banques commerciales qui fixent de taux. Allez-y dans des banques commerciales, vous remarquerez que chaque banque commerciale a son propre taux au niveau du taux d'intérêt, pendant que le taux directeur que fournit la Banque centrale est le même. Cette discordance vient d'où? Il y a un problème au niveau de la supervision en fait, du fonctionnement des banques commerciales. Réduire la dollarisation, afin de faciliter la politique monétaire et l'ajustement en face d'un choc. À ce niveau-là, comment vous voulez qu'une économie puisse avoir des ajustements, puisse être efficace, faire face aux défis des déficits démographiques, faire face aux défis des déficits, par exemple, de croissance, pendant que nous sommes dans une économie dollarisée? Les éminents économistes seront d'accord avec moi à ce niveau que la situation d'un pays en développement face à un problème de dollarisation revient au même à parler d'une situation de substitution monétaire. Parce que le monnaie ayant un cours légal dans le pays a un problème, en fait, on ravit la souveraineté ou bien le talon d'échange par une monnaie étrangère. C'est un peu ça. Et pour vous éclaircir ce qu'on peut appeler dollarisation, j'aimerais vous citer juste une petite définition. Hein. C'est un processus de remplacement, c'est-à-dire des monnaies nationales préexistantes en tant qu'unité de fixation des prix et des biens et d'instruments de paiement et de détention de l'épargne. Donc l'épargne est plus en dollars ou en devises par rapport à la monnaie locale. C'est tout ça le problème. Et pour chuter, les quelques et approuver aussi, savoir. C'est là où nous appelons la conscience de nos politiques, surtout nos frères qui préfèrent plus aller au Parlement. Nous appelons à leur conscience. Nous avons eu un problème qui nous a beaucoup déçus, c'est celui du budget qui n'est pas réaliste. Hein? Savoir ne pas approuver un budget qui n'est pas réaliste et crédible. Quand un budget qui est présenté au niveau du Parlement par le gouvernement n'est pas réaliste ou bien crédible, on doit savoir le dire non. Parce que comment vous pouvez parler d'un budget de plus de 16 milliards de dollars et au cours de l'exercice de son application, on se rend compte qu'il y a un problème au niveau du paiement des fonctionnaires. Hein? On a un problème au niveau peut-être de sa consommation, au niveau des grandes structures qui gèrent les pays. Hein? D'aucuns nous a dit ici que dans ces budgets, 70% partent vers les trains de vie des institutions. Je crois que ce sont des éléments très importants quand on veut que les choses puissent changer. Mais il y a l'agronome. Vous avez aussi les problèmes. Qu'est-ce qui fait que l'agriculture ne fonctionne pas, piétine dans ce pays-là? Parce que l'agriculture aussi, c'est un facteur important pour l'économie d'un pays. Oui, Noël, vous avez raison. Mais cette agriculture-là, il faut l'organiser. Là, Vous êtes consultant? Oui, je suis consultant. Mais les consultants ne peuvent pas imposer, un consultant ne peut pas imposer un système agricole à un pays. Donc moi, je ne peux pas imposer un système. Donc il y a quand même des gens qui sont là et qui sont payés pour pouvoir organiser cette agriculture-là. Je me dis, si vous prenez seulement ce point-là, quand je parle de la mauvaise organisation du système agricole, il faut prendre tous les systèmes. Nous avons démontré plusieurs fois sur cette tribune que
notre système, c'est que c'est d'abord le paysan à la base qui produit. Mais depuis un temps, et vous l'avez dit, l'école Kimbao n'existe plus aujourd'hui. Cette école qui a formé des moniteurs agricoles qui accompagnaient nos mères, et nos mères produisaient suffisamment, et le pays, pratiquement, tous les boutons étaient au vert à une certaine époque, qui est partie de l'indépendance, en fait de la colonisation, et qui s'est poursuivie, je pense, jusqu'aux années 70. Donc, la production au niveau local était tout à fait accompagnée, organisée. Mais est venu un temps où les moniteurs agricoles ont vieilli et personne ne les a remplacés. Les jeunes gens qu'on forme, par exemple, au niveau des écoles techniques agricoles, 6 ans avec un diplôme, sont incapables d'accompagner un paysan. Parce que des moniteurs agricoles, c'était pratiquement des spécialistes de ce genre-là. Donc, il y a cette désorganisation. Ils vivaient dans les villages. Et chacun avait un nombre de villages limité qu'il pouvait suivre de façon très, très, très efficace. Et ce système-là, alors, il y a eu 73, la zarianisation. En fait, là aussi, c'était un autre groupe de producteurs, de petites fermes qui étaient là, gérées par des Portugais, des Belges, tout ça. Et ça, c'était à travers tout le pays. C'était un deuxième système de production et ces gens-là aussi participaient activement à la production. Donc, vous aviez, à cette époque-là, moi j'ai dit, la plupart c'était ceux qui étaient en train d'extraire l'huile de palme. Et c'est comme ça que nous sommes restés premiers producteurs et avec un combat avec la Côte d'Ivoire à un moment donné, mais on a tenu la tête jusque même vers les années 70. Mais aujourd'hui, on n'est même pas sur la liste. Donc on est même incapable de nourrir les Congolais en huile de palme. Allez à Lubumbashi, quand un fût d'huile de palme arrive, il faut voir la guerre pour pouvoir obtenir quand même ne fût-ce qu'une bouteille. Et maintenant, finalement, parce qu'on ne sait plus trouver cette huile de palme, tout le monde, c'est l'huile raffinée qui vient, je ne sais pas d'où, des tournesols, de ceci, tout ça, mais qui ne vient jamais de ce pays. Donc, la désorganisation de l'agriculture est quand même un problème qui peut faire que... Alors, maintenant, quand on revient à la monnaie, il ne faut pas parler de la monnaie quand vous n'avez pas de production. Donc, vous aurez toujours ces problèmes-là de spéculer pour dire non, je fixe comme... Mais vous les fixez en fonction de quoi? Donc, il faut quand même que les Congolais reviennent à produire. Produisons, et tout le monde dit, nous sommes champions en statistiques. 80 millions de terres. Donc, c'est bon de pouvoir citer tout ça. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Quand vous allez la frontière nord, vous parlez de Mbororo tout le temps, vous pleurez quand on entend parler de Mbororo. Mais les Mbororo viennent suivre, ils suivent le pâturage. Vous n'allez pas dire à une bête de dire ici c'est la frontière entre le Soudan et le Congo, et puis dès qu'elle voit la frontière, la bête tourne et puis rentre. Non. Et quand ils suivent le fourrage, leurs éleveurs aussi viennent, et cette fois-là ils disent, mais comme on est en train d'entrer dans un pays qui n'est pas le nôtre, soyons armés. Mais un jour, j'étais à Kisangani, j'ai trouvé un ami qui était devenu quand même vice-gouverneur, je me dis, financez les frontaliers là, donnez-leur aussi des bêtes, qu'ils aient des bêtes suffisamment, et vous allez voir, en fait, le principe des animaux, c'est quoi? Il n'y a pas deux taureaux, par exemple, ne peuvent pas cohabiter. Et dès que ceux du Soudan descendent, dès qu'ils entendent l'odeur d'un autre taureau qui est du côté, ils rentrent. Ce problème est résolu comme ça. Mais vous pleurez, vous n'avez rien, mais les autres ont des vaches. Alors, donc, ça veut dire que ce pays, réorganisons la production. Parce que nous, si nous réorganisons la production, nous serons respectés et nous serons très forts. Pour le moment, franchement, on ne produit pas. Le professeur l'a dit,
On ne travaille pas. Moi, je ne connais pas un seul secteur où les gens sont en train de travailler. C'est peut-être les... La politique. Oui, mais non, mais aller dans des ministères, aller dans des bureaux, aller tout ça. Mais les gens ne travaillent pas, ils viennent seulement chercher leur salaire. Les gens ne travaillent pas. Je vous informe en matière agricole, il faut prendre des exemples de pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, etc. Et le Sénégal. Et le Sénégal, dans ces pays, il y a ce qu'on appelle Office national des cafés, Office national des cacao. On voit des gens de l'office qui vont dans des villages pour encadrer les paysans, la collecte de cacao et du café. Et c'est comme ça que ça marche. Et ces gens-là viennent vendre chez l'État, et l'État exporte. Mais est-ce qu'on le fait ici? On ne peut pas le faire. On a donné un petit exemple avec les gens de Goma, qui essaient, avec 2 hectares, on essaie de résoudre le problème en haricots, en riz, pour la ville de Goma. Mais si les gens prennent conscience qu'il faut faire ce travail-là, il est possible de sortir de la situation. Sans production, on peut prendre toutes les mesures pour stabiliser la monnaie. On ne s'en sortira pas. Ça sera des mesures conjoncturelles. Et je crois qu'il faut crever l'abcès et prendre des mesures énergiques qui vont faire du mal. Mais c'est à partir de ce mal-là que la guérison va arriver. La guérison va arriver. Si nous pouvons résumer les professeurs, le professeur nous dit qu'il faut d'abord commencer par la réforme de la Banque centrale. C'est un grand point. Concernant la monnaie, le professeur a dit qu'il faut une concertation entre le pouvoir et les opérateurs économiques à tous les niveaux. Le professeur conseille aussi, surtout, qu'on arrive à instituer dans le pays la circulation d'une seule monnaie, qui est le franc congolais, qui n'est pas de monnaie concurrente. Et les professeurs nous disent qu'il faut diversifier l'économie de ces pays. Ça serait très, très important. Et le professeur a dit aussi que l'économie doit être l'affaire des opérateurs économiques et non pas l'affaire de l'État. Nous devons reconnaître que lorsque moi, par exemple, quand je grandissais, dans chaque province, dans chaque chef-lieu de district, dans chaque chef-lieu de territoire, il y avait toujours un Congolais qui était un grand homme d'affaires. Je prends l'exemple, à Kinshasa, vous aviez par exemple les Moleka. C'était des grands hommes d'affaires, ils avaient beaucoup de choses. Les Moleka, ils avaient des magasins qu'on appelait, des magasins qu'on appelait African Luxe. Il y avait Kisombe, il y avait Kinduelo, il y avait Dokolo. Vous arrivez à Bukavu, vous avez par exemple Nyamuyinduka, il avait beaucoup d'affaires, il avait des plantations de thé à perte de vue, il avait des vaches, il produisait même les yaourts. Vous arrivez dans le Bokong, vous arrivez à Lukula, il y avait Mikalukili. Mikalukili, c'était un grand homme d'affaires qui achetait tous les cafés que produisaient les villageois dans le Congo central. Et vous arrivez à Mbandaka, vous aviez Lomata, un grand... Donc, dans chaque coin du pays, il y avait un homme d'affaires congolais. Mais aujourd'hui... Tout le monde est politicien. Vous n'avez pas cité Papa Jeannot Bemba. Jeannot Bemba. Tout le monde est politicien. Jeannot Bemba Saolona. Tu te demandes. Ils sont tous sur les listes des partis politiques. Oui, monsieur Lokaka. Oui, je vous remercie sincèrement. Je crois que... Est-ce que nous pouvons... Le professeur... En attendant une minute, je remercie le professeur. Le prof a fait une synthèse générale de l'économie du pays. En tout cas, si moi je compris, je me dis la Banque centrale serait en faillite. Et comme la Banque centrale, c'est le cœur du Congo, donc le système politique, économique, culturel du Congo serait aussi en faillite. Donc il faut requalifier. Il faut repenser l'État au-delà de tout. Parce qu'on pense que l'informel bat son record sur le formel. Alors, dans ce cas, donc il faut requalifier.
Mais moi, j'ai quelque chose qui m'a dérangé, professeur. Parce que vous avez dit que vous êtes avocat d'affaires. Nous avons 5000 hectares en Bakan, 5400 hectares en Bakan, auxquels nous faisons face aux militaires et aux politiques. C'est-à-dire, pour expliquer l'opérateur économique comme fermier, hectare de terre, l'implication de celui qui a le pouvoir face à celui qui veut devenir économique. Nous avons un grand dépôt relais à Kingabwa, ici, sur PTPT 57, occupé par le groupe Sosimex. Donc, l'implication des politiques et des magistrats pour arracher à un privé un grand dépôt. Et c'est réel, ça existe. Je vis tout le monde au pays. Alors, dis-moi, qui est le Congolais qui peut faire l'affaire face à un système? C'est comme ça que je dis qu'il faut repenser l'État. Comment quelque chose qui appartient à un Congolais peut être réattribué à un étranger qui a les entrées dans le pouvoir? Donc c'est un cas. Alors, que faut-il faire au fermier Maïra Kedi, pour ne pas se dire fermier, face à un système complexe? Donc, il y a des Congolais qui, pendant longtemps, et c'est des choses qui existaient, des choses anciennes, face à celui qui vient au pouvoir. Maintenant, sa prédation, c'est comme ça que je dis, personnellement, il faut repenser l'État. Oui, ça c'est le système judiciaire. Il faut repenser le système judiciaire. Je crois que le président est sur ce chantier-là. Nous sommes là pour... On peut l'aider à réformer le système judiciaire qui est complètement déglingué. Le système que nous avons, il est complètement déglingué. Il faut repenser le système judiciaire pour organiser ce que vous appelez le pouvoir judiciaire ici, de manière à ce que tous les délinquants qui se retrouvent dans tous les milieux, y compris dans le milieu judiciaire, soient mis hors d'état de nuire. Et il y en a beaucoup dans les milieux judiciaires. Mais par-dessus cela, c'est la qualité de l'acteur. Le professeur l'a dit. À vous avoir suivi, professeur, mais vous avez fini par une conclusion fondamentale. Soyons sérieux. Qui doit être sérieux? Ce n'est pas le système. C'est l'homme qui doit être sérieux. Pourquoi nous devons caresser le mal? On peut bien aussi changer le système judiciaire, mais tant que l'acteur judiciaire sera lui-même le problème. Nous l'avons dit. On ne peut pas engager des magistrats rien que sur base d'un simple concours. On devrait repenser comme nous avons réfléchi là-dessus. Il faudrait que le magistrat soit un exemplaire. Au niveau des quartiers, on doit afficher des listes. Parti Joseph Lendo, candidat magistrat. Il ne peut pas être magistrat. Il ne peut pas être magistrat. On peut pas changer des choses. Mon ami Arsène l'a si bien dit, professeur. Le problème du Congo n'est pas seulement structurel. Le problème du Congo est plus profond. Parce que le problème, c'est l'homme. Vous avez été ministre de l'économie. Vous avez été à la Banque centrale. Pour avoir innové dans le bien, on vous a promis la mort. Le paiement, vous continuez à attendre vos arriérés. Et on le fait encore. Pour vous prouver que l'État est où? Disons-le tout haut. L'État est où? Si on le fait un professeur émérite comme vous, et à plus forte raison le Kaka dans ses 5 hectares dans le plateau de Bandou. Soyons sérieux. Je dis ça d'entrée déjà à l'émission. Mais professeur, j'étais avec vous, plusieurs fois vous nous ramenez des campus au rond-point Ngaba. Mais cette voie-là, l'état dans lequel se trouve la voie, mais c'est impossible, je vois le foulou sur l'avenue Bypass en plein coudron. L'État est où? C'est un problème de gouvernance locale. Un problème de gouvernance locale. En bref, Noël, pour changer ces pays, je l'ai toujours dit, l'homme est médiocre. Pendant que je vois des choses, je fais voir aux gens qui m'entouraient autant de banderoles. Autant de banderoles. Chantal Koshibaki, candidat ici, parti là-bas. Mais c'est quoi ça, Noël? Il faut que nous arrivions à quitter cette gouvernance de composantes. Bakandeja, vous êtes un meilleur, une valeur sûre dans le domaine qui est le vôtre.
lorsqu'on parle économie, ailleurs ça s'est fait. On appelle le professeur Bakandeja. Venez un peu ici. Lokaka a toujours parlé de la centrale d'intelligence. On n'en a pas ici. Nous avons des services de sécurité, pourquoi? Pourquoi au Kanchach, il y en a autant au bureau 2? Ici, au D05, autant. Partout, il y en a. Mais ce que nous disons de bon pour construire la République, on en fait quoi? Ailleurs, on fait une intelligence. Ils ont dit ceci, il y a un Bakandeja. Monsieur le Président, il y a un Bakandeja pour le problème de la monnaie. Nous pensons qu'il faut le rapprocher. Je terminerai en disant, Noël, il y a eu un sommet de la CAC ici, sous Kabila. Les amis gabonais qui ont accompagné les assises ici, ils arrivent, se demandent. Mais dit, Pati, Lundaboulou est où? Parce que Lundaboulou, c'était le premier secrétaire exécutif de la CAC et qui a laissé une image du Congolais jusqu'à ce jour imbattable. Je l'ai dit devant le professeur Bakandeja. Il a fait deux mandats. Hein? Mais je vous assure. Alors, les amis gabonais m'ont demandé, Azawa Pitoïna Mboka Labino Yazate, Ngabi est en opposition. Mais il était à l'opposition. Voilà des bêtises. La méritocratie que nous prenons rime avec la juxtaposition des intelligences. On veut confier l'économie à un Congolais, lequel parmi les meilleurs économistes. Pas cette histoire de composantes, parti autorité morale. Donnez-nous ministère de l'Industrie. Ma fille a dit à Anne Lendo, venez, vous êtes là. C'est quoi? Nous devons évoluer, Noël. Quittons cette histoire. Voilà, c'est ce dont on parle ici. Tout le monde s'est mené à la ruée vers le mandat politique. Mais qu'on rabaisse les salaires. Le gouvernement a été moins arrogant. Le premier réel. Qui bouffe plus l'argent? C'est le même gouvernement qui nous prend des mesures. La meilleure des mesures, ce serait quoi? Pour nous prouver que le gouvernement a l'âme du peuple. Que le Premier ministre nous dise, désormais, le ministre doit avoir la moitié de son salaire. Dès le mois d'août. Les députés, puisqu'il y a maintenant arrivé vers la députation, plus question de 21 000 $. Il y a des Bakandeja qui doivent nous aider pour bien vivre comme députés. 6 000 $, c'est vraiment insignifiant. Mais nous vivons, nous n'avons pas 6 000 $ par mois. Mais nous vivons mieux. Pourquoi on doit leur donner 21 000 $? Pourquoi les ministres doivent avoir autant comme ça? Et on ajoute encore des jeeps. Pourquoi on doit avoir de grosses jeeps aux ministres? Professeur, dans un pays pratiquement malade. Donc, c'est pourquoi tout le monde veut être politicien. Mais et dans des... Oui. On n'avait pas de jeeps. Mais vous n'avez pas de jeep, professeur, je sais. Je sais de quoi nous parlons. Mouzé avait imposé. Au ministre, Mouzé avait imposé des petites voitures de Laguna et de Safran. Pourquoi on doit avoir des jeeps? Tout le monde maintenant veut être député. Il vous appelle, viens. Mais tu n'as pas de caution. Tu veux être député pour faire quoi? Parce que 21 000 $, parce que Prado, parce que Palissade, on doit quitter. Moi, je dis, j'apprécie, je suis en train de jauger le sérieux de mon gouvernement, pas par des mesures qui me font rire. Je l'ai dit devant un grand ministre, un grand professeur. Je suis le sous-produit de Bakandeja. Et il est fier de moi autant Lundaboulou. Ça vraiment, je l'ai dit sans embâche. Absolument. Voilà. Okay. Donc, Noël, juxtaposition des intelligences. Ambongo n'est pas seulement ménagère. C'est une cadre de la régie financière. Quand on cherche des gens, on dit, OK, cette dame-là, elle a déjà fait preuve de son audace. Faisons appel à elle. Mais on vous dira, non, il y a la composante de la bichoté. Voilà. C'est ça le mal. Ah, mais c'est ça qui nous tue. C'est ça la méritocratie que nous voulons imposer. En résumé, qu'est-ce que vous voulez dire, M. Kitoko? Moi, j'ai compris un peu, même si je ne suis pas dans le domaine économique, mais j'ai compris que la situation dans laquelle, ça il faut dire clairement au peuple congolais, la situation dans laquelle le pays se trouve actuellement n'est pas bonne. Ça, il faut qu'on sache le dire. Et qui a fait que nous soyons à cet instant T? Il y en a des acteurs politiques de notre temps qui ont permis que nous soyons dans cet état d'esprit aujourd'hui. Parce que nous sommes dans cet état d'esprit, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'ils projettent? Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une réunion qui s'est faite entre le membre du gouvernement et puis la Banque centrale pour essayer de redresser un certain nombre de choses. Mais ça attire l'attention de nous autres qui réfléchissons sur les questions réelles. J'appuie l'intervention de notre cher professeur ici avec notre collègue ici en face qui pour moi sont des interventions élégantes qui permettent à ce que nous puissions comprendre d'où nous venons et où nous allons. Même si le prof
n'a pas pu dire clairement que les déficits économiques que nous avons actuellement ne permettent pas à ce que l'État congolais puisse prendre, avoir sa capacité de se diriger un certain nombre d'opérations. Pourquoi? Lorsqu'un pays qui ne produit quasiment pas, qui ne produit plus rien. Non, attendez, lorsqu'il ne produit pas, moi il a ces termes à lui qui sont des termes scientifiques dans ce domaine, moi j'ai mes termes à moi qui sont des termes complètement politiques et qui permettent à ce que le peuple congolais puisse écouter. Alors moi je dis, lorsqu'un pays qui ne produit pas, il peut beau spéculer sur des questions monétaires, gauche-droite, mais la monnaie, face à une tendance de monnaie étrangère, sera toujours en dévaluation de manière permanente et récurrente. Et d'ailleurs, d'ici sous peu, nous allons tendre vers 30%, au lieu de 25, 26, il y aura 30. Et ça, ce sont des choses que nous devons dire au peuple congolais. Pourquoi? Parce que le peuple congolais, l'administration de notre pays, les dirigeants de notre pays n'ont pas eu une capacité qui permette à ce que la production du Congo puisse anticiper sur l'échange de cette monnaie. Tant que vous n'avez pas une production qui vous permet de faire face à une monnaie étrangère qui est déjà stabilisée, qui est le dollar, et déjà, vous voulez quoi avec le nombre d'habitants que nous avons ici au niveau capital? Nous avons plus de 20 millions. Hein? Nous sommes plus de 20 millions déjà à la capitale ville de Kinshasa, et sans production. Et lorsque nous voulons parler même de la question de production, là, Noël, la plupart des denrées alimentaires seulement, denrées alimentaires proviennent d'où? De l'Angola, avec la frontière ici à Louf. Ce n'est pas normal. Dans un pays où je vois que le dirigisme de ce pays n'arrive pas à orienter le peuple congolais dans sa propre production. Et tant qu'il n'y a pas une orientation dans sa propre production, mais c'est fini. Tout le monde ne va pas comprendre pourquoi il y a des gringolades de cette monnaie. À l'époque de Maréchal Mobutu, nous avons vécu ça. Nous avons vécu ça. Moi, j'ai quitté 1991 après pillage. Le premier pillage. Nous avons vécu ça. Alors, pourquoi on doit pouvoir reproduire les mêmes phénomènes, les mêmes effets que nous avons pu éviter avec l'arrivée de certaines intelligences comme notre prof ici, et qu'on commence maintenant à vaciller les choses pour que nous ne puissions pas aller vers de l'avant. C'est ça, moi, ma préoccupation. Mais je me dis que tant que les Congolais ne comprennent pas que le système que nous avons opté actuel est le même système qui ne comprend pas qu'il est à la base de la destruction de l'économie de notre pays pour ne pas l'orienter comme tel, alors là, on va passer à côté. Le problème monétaire, c'est un problème très important. Heureusement que le professeur Bakandeja s'est disponibilisé pour être avec nous, nous en parler, et il est le mieux placé en sa qualité de professeur d'abord et d'homme d'État, ensuite. Et ceux qui nous dirigent, il n'y a aucune honte de faire appel à cette expérience-là pour savoir comment trouver des solutions aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Nous pensons que vous n'allez pas nous abandonner, professeur. Prochainement, si nous avons besoin de vous, peut-être vous serez toujours avec nous. Ah ben, je vous en prie, je me rendrai disponible. Même quand vous serez au ciel. Oui, hein? Ah oui, ok. Nous avons l'expérience avec même lui. quand Hein? vous serez au ciel, Non, mais je venais toujours participer aux émissions, malgré les charges que j'avais, donc c'est connu. L'opinion a noté. Les professeurs, même quand il était aux affaires, il venait au forum. Oui, mais Noël, le forum a fait sortir beaucoup de gens qui ont oublié le forum. Je suis parti. Oui, je venais donner cours même les dimanches. Oui, je connais les profs. Donc mais quand vous serez au ciel, ne nous abandonnez pas. Non, je suis aux enfers. Ok. Ok. Nous disions qu'il y a un grand événement qui va se dérouler dans 5 jours. Nous pouvons libérer les professeurs, je pense. Dans 5 jours, un grand événement va se dérouler sur le territoire congolais et à Kinshasa, plus précisément. Il s'agit de 9e G de la francophonie. Le chef de l'État
va donner les go à siéger le 28 à 16h au stade de Martyrs. Mais il y a un mais. Vous l'avez constaté, les refus de grands pays francophones, en l'occurrence le Canada et la France, qu'est-ce que ça vous dit? Ne veulent pas prendre parti de cette rencontre de Kinshasa. Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, monsieur. Oui, apparemment, c'est un grand paradoxe. Voyez-vous, qu'on parle de francophonie et la France, et commence à nous faire de la traînée de pied. Mais néanmoins, nous devons quitter le complexe. Nous devons plutôt prendre cela comme étant, bon, une évidence. Mais au moins, mais c'est à nous maintenant de prouver, et à la France, et à nos frères canadiens, que la RDC est aussi un géant dans cette grande famille francophone mondiale. Et quitte à nous de faire des choses de manière à prouver en la face du monde que sans la France, sans le Canada, les Jeux de la francophonie à Kinshasa ont été vraiment une référence dans l'histoire même de l'organisation de ces Jeux. Ça, c'est ce que nous devons faire. Mais qu'est-ce que nous notons? Vous savez, je l'ai dit, aujourd'hui, encore une fois, vers Rigini avait eu un embouteillage flou au nom de la francophonie Bazo Bongi Sanzera. Mais la francophonie, le 28, c'est le vendredi ici. C'est le vendredi. Voyez-vous, c'est le vendredi. Dans 5 jours. Et j'arrive au niveau de Matongé, même chose, Bakangi Oshwe, Bazo Tiagoudro. Mais c'est pas normal. Aujourd'hui, nous ne devions plus avoir des ouvrages dans le va-et-va. Non, nous devions maintenant avoir le temps de regarder là où, quelque part, nous n'avons pas été si performants. Mais ce n'est pas le cas. C'est autant dire que je crains qu'au vendredi prochain, qu'il y ait encore des choses qui feront dire aux Canadiens et aux Français « Tolobaki na binonini ». Voyez-vous, Noël, il n'y a pas autre chose. Nous sommes grands. D'accord. Alors, monsieur Alderich. Merci beaucoup, directeur. Vous savez, sur ces sujets, je ne voudrais pas vraiment beaucoup trop m'étaler. Je pense que, comme venait de le dire mon aîné, quand vous êtes face à une attitude de mépris, une attitude hégémonique, j'irais peut-être même loin raciste, je pense que la meilleure manière de répondre, c'est de répondre par les actes qui prouvent le contraire. Je crois qu'on a assez trop pleuré parce qu'il fallait attirer l'attention sur nous, il fallait que nous soyons considérés, nous sommes même au sein d'une organisation. Je me demande même s'il faut, parce que ce n'est pas la première fois que la France, qui se veut être porteuse de la communauté francophone, se comporte ainsi. Je pense que ce qu'il faudra faire, c'est juste de nous assumer, de nous montrer beaucoup plus responsables, qu'il s'agisse de ces événements prochains que de tout ce qui va arriver après. Montrons-nous juste un peu plus responsables et agissons en conséquence pour que nous soyons respectés, point barre. Une fois. Monsieur Lokaka, oui. Moi, je vous remercie. Vous savez, ça fait depuis 2013, moi, je rêvais que le professeur Isidore Ndaïwel puisse prendre la francophonie. Malheureusement, le Rwanda, qui serait un pays anglophone, a placé quelqu'un au sommet de la francophonie. Et comme conséquence, c'est ce que nous avons maintenant. Vous savez déjà que c'est un enjeu stratégique. Il y a quelqu'un qui appartient à un pays dont le Congo n'a pas de relations de bon voisinage, c'est comme ça. Et l'enjeu s'est joué. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il faut évoquer les théories de Peacock et Huysmans. Donc, les théories des sociétés en crise. Maintenant, il faut adapter, comme l'a dit Luboya. C'est-à-dire, dans moins de 5 jours, il faut montrer ce que nos papas disaient, montrer votre bocacité. Donc, il faut adapter vraiment que nous puissions réussir cette francophonie qui ne serait pas aussi facile. Donc, il faut conjuguer les efforts. Nous devons conjuguer les efforts et de dire aux athlètes que adaptez-vous, c'est un pays en crise,
Donc les conditions auxquelles, ce sont aussi les conditions de crise. Donc engagez-vous à la compétition aussi des crises. Donc il faut changer même la connotation. Donc nous sommes en pleine guerre. Donc adaptez-vous que nous avons des problèmes. Mais il faut réaliser même le peu de notre francophonie. Donc ici il faut un engagement patriotique pour qu'il n'y ait pas échec. Donc ceux qui vont se dérouler vont se dérouler. Les autres qui ne vont pas venir, c'est aussi pas un problème. Même 3 pays. On peut engager la francophonie et de dire aux gens que nous sommes en guerre, nous sommes en crise, nous sommes en train de reconstruire notre pays. Adaptez-vous les athlètes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Adaptez-vous, qui est francophone. Ok, rapidement, une minute. Oui, merci Noël. Moi je pense qu'un tel discours, c'est quand même un discours qui est patriotique, qui est bien, mais en même temps nous devons réfléchir sur les éléments qui ont permis que nous puissions en arriver là. S'il n'y avait pas une importance capitale dans ce domaine-là, il y a moyen, je pense, dans un pays sérieux comme le Congo, il y a possibilité de dire nous acceptons parce que nous avons la capacité, ou pour le moment, vu qu'il y a eu même 2 reports, ou que pour le moment qu'il y a de sérieux problèmes, nous ne saurons pas. Et là, on aurait pu adapter l'événement à un autre pays. Pourquoi? Parce que les conditions dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, déjà entre nous, Congolais, avant de faire appel à d'autres pays qui doivent jouer, vous dites très bien que la France et le Canada, qui ont des réticences énormes sur base de choses qui se passent ici au Congo. Ce n'est pas parce qu'ils sont contre le Congo, mais ils essayent de regarder les conditions dans lesquelles le Congo traverse sa formalité, son existence même, pour dire qu'une telle organisation doit être faite là-bas. Ce n'est pas possible. Donc c'est comme ça que ces 2 pays ont mené des retentissements qui pour moi sont des retentissements raisonnables. Mais à ce qui concerne nous-mêmes les Congolais, qu'est-ce que nous voyons nous-mêmes? Aujourd'hui, vous avez vu dans quel degré, depuis Ndjili jusqu'ici en ville, un embouteillage monstre est compris. Donc, moi, je suis allé aujourd'hui à 2 endroits. Une minute. Je suis allé à 2 endroits aujourd'hui qui constituent quand même les piliers qui devaient faire la fierté de notre pays en rapport avec ça. Mais je vous dis, le chiffre que moi je peux accorder, c'est 3 sur 10. On va balayer. Allons-y. Une minute. En 1 minute, j'aimerais dire ceci. L'attitude de la France n'a jamais été favorable à la RDC, ça tout le monde le sait. En pleine crise avec le Rwanda, la France a mobilisé plus de 20 millions de dollars pour soutenir leur armée. C'est dans ce pays que nous avons vécu ça. La France a posé ce genre d'acte. L'embargo pour ne pas payer les armes a été plus motivé par la France. Donc la France n'a jamais été notre ami, ça c'est un fait. Deuxièmement, leur position ne me surprend pas. Parce que récemment, quand on a organisé l'Organisation mondiale de la francophonie ici, François Hollande avait menacé de ne pas venir ici. Et quand il est venu, vous avez vu le mépris avec lequel il s'est comporté en face du président congolais. Ces choses doivent nous interpeller. Oui. Le Canada est membre du G20. Quand nous sommes agressés par le Rwanda, le Canada ne dit jamais mot. Donc tout ce que nous devons savoir, c'est qu'avec ou sans le Canada, avec ou sans la France, les Jeux de la francophonie se tiendra au pays. Je vous informe déjà qu'il y a 10 pays. Je vous informe déjà, s'il vous plaît. Okay. Je vous informe déjà qu'il y a 10 pays qui sont ici pour les Jeux de la francophonie. Et le Canada n'est pas plus que les 10 pays. Le Canada n'est pas plus que le Tchad. Le Canada n'est pas plus que le Togo qui est venu. Ok. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, monsieur, 1 minute. Hein? Oui, je dirais que nous sommes un pays francophone. Nous n'allons pas faire comme le Rwanda. Une fois qu'il s'est chamaillé avec la France, ils ont ballotté vers l'anglophone. Donc nous, on ne va pas faire ça. Donc nous sommes un pays francophone, on va le rester. Mais seulement, il faut reconnaître quand même que nous avons quand même aussi connu quelques problèmes internes qui nous amènent là où nous sommes. Voilà. On nous a attribué ces jeux en 2019. C'était en 2019 qu'on nous a attribué. Et puis, il y a eu un report à cause de la Covid, tout le monde a compris. Et puis maintenant, un deuxième rapport en 2022, au mois de mars, quelque chose comme ça. Mais, tout ce temps, parce que moi j'habite quand même sur un site universitaire là,
des travaux qui avaient bien commencé en 2022, quand le deuxième report est intervenu, à un moment donné, se sont arrêtés pour ne reprendre que maintenant. Donc il y a quand même aussi à l'intérieur, en interne, des problèmes que l'on doit chercher à identifier. Qui a fait... Mon frère dit qu'il y a eu la guerre, enfin nous sommes en guerre, entre 2019 et 2023, combien d'argent on a détourné dans ce pays? Combien d'argent? Des millions. Et puis, que valait ce budget-là? Donc moi, je pense quand même que pour l'intérêt du pays, on peut quand même identifier pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que les travailleurs qui sont au niveau de certains sites-là se disaient, mais Tobani Moussala, Bazofuta Bisote, Mbongo Balobaki, Ezali, Mezate. Donc il faut quand même qu'on identifie aussi à l'interne, si les jeux sont terminés, qu'on dise qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu du retard ici et là. Alors là, je crois que quand ça touche au pays, il faut quand même qu'on frappe dur. Oui, alors... Merci beaucoup, M. Noël. La France, au contraire, devait nous appuyer, nous soutenir, parce que ce n'est pas facile d'organiser ce genre de jeu. Nous entrerons, après les Jeux, dans le palmarès de la francophonie, après ces 9e Jeux, c'est-à-dire nous serons le 5e pays africain. Parce que depuis que cette francophonie existe, le premier pays à organiser les Jeux, c'était un pays africain. Donc, le français est plus parlé en Afrique que dans d'autres continents. Et dès lors que la France rejette cette invitation, bon, c'est son droit, alors qu'elle pouvait nous soutenir. Maintenant, la grande question que je voudrais poser aux Congolais, je termine par là. Et si la RDC quittait aussi la francophonie? Ok. Voilà, le Liban avait organisé la francophonie et tout le monde est parti. Il y avait la guerre au Liban. Alors, mesdames et messieurs, réfléchissons là-dessus. Est-ce que les Congos ont des amis? C'est la question que nous devons nous poser. Mesdames et messieurs, prenons rendez-vous dimanche prochain, si Dieu le veut. Merci Nzongadeo avec ta réalisation. Merci l'équipe technique avec le directeur lui-même qui est à la caméra. C'est vendredi. Au revoir, mesdames. Au revoir, messieurs. Et à la prochaine. Naboyokani ko disona tebo, kiwa bayeka unité.